Bonjour à tous, bienvenue pour cet événement Admical. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On est donc en visio, mais avec tous les partenaires de Caen pour cette nouvelle restitution du baromètre du mécénat d'entreprise en France, où on fera un focus sur la Normandie. Donc, je suis Marion Baudin, je suis responsable de la promotion du mécénat et du développement régional. Et donc, j'ai le plaisir d'animer cette matinée aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais quand même remercier les partenaires qui nous ont aidés à construire cet événement. Évidemment, le département du Calvados, la CCIC en Normandie, le CJD Normandie, la CPME Normandie et la Fondation SNCF. Merci beaucoup à eux pour leur mobilisation. Alors, ce matin, donc, on est ensemble jusqu'à 10h30. L'idée, ça va être de vous faire un premier retour sur ce baromètre du mécénat d'entreprise en France, où on fera aussi un focus sur votre région qui vous intéresse, la Normandie. Et puis, on passera la parole à un panel très féminin ce matin. On est très heureux d'avoir des intervenantes à nos côtés qui vont nous donner des clés de compréhension sur comment on mène des projets de mécénat en Normandie, mais aussi dans des régions voisines pour vous montrer ce qui se fait aussi autour de chez vous. Et puis évidemment, donc, vous, en tant que participant, vos micros et sont coupés, mais vous pouvez intervenir via le module questions-réponses et via le module discussion. On essaiera de répondre à vos questions au fur et à mesure, et puis on pourra en sélectionner aussi à la fin pour un moment d'échange avec les intervenantes. Très rapidement, je vais vous faire un petit mot sur Admical pour ceux qui ne connaîtraient pas. Admical, c'est une association reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1979. On a deux grandes missions. La première mission, c'est de donner l'envie de faire du mécénat à un maximum d'entreprises. Donc, on a une mission de sensibilisation, d'information. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'événements, notamment. Et puis, une fois qu'on a donné l'envie, qu'on a expliqué ce que c'est le mécénat, on essaie de donner les moyens aux acteurs du mécénat à travers un institut de formation. Donc, on fait beaucoup de formations que vous pouvez retrouver sur notre site internet, à la fois pour les porteurs de projets qui sont en recherche de fonds, mais aussi pour les mécènes qui veulent structurer leur stratégie de mécénat. On fait du conseil juridique aussi. On a un réseau d'adhérents. On compte 900 adhérents sous la bannière Admical qu'on accompagne avec des événements, un accompagnement personnalisé. Et voilà. Et on a un événement annuel qu'on organise au Collège de France qui s'appelle le Mécène Forum, qui a lieu en octobre tous les ans, qui peut être un bon moyen pour vous de venir vous renseigner aussi sur les thématiques du mécénat. Voilà un peu pour Admical. Évidemment, on fait aussi toute la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics et la défense du cadre juridique et fiscal du mécénat. Voilà ce que je voulais vous dire en amont. Et puis, je vais laisser la parole maintenant à Clara Douael, qui est vice-présidente du département du Calvados, qui n'a pas pu être avec nous, mais qui voulait nous dire un petit mot par vidéo. Et donc, voilà, je lui laisse la parole. Bonjour Marion, merci à tous pour votre présence ce matin. Bien que je ne puisse pas être présente à vos côtés, je suis ravie et je suis honorée d'introduire cette réunion ce matin. Et je voulais, au nom du département, au nom du président Jean-Léonce Dupont et de mes collègues élus, vous adresser ces quelques mots. La crise sanitaire qui nous touche maintenant depuis plus d'un an a mis en lumière que le réel besoin de soutenir des secteurs tels que la culture, tels que l'éducation, la jeunesse ou encore la solidarité. Pour nous, ce sont des compétences clés du département et ce sont autant d'éléments qui participent à l'attractivité de notre territoire. C'est la raison pour laquelle nous avons créé en 2018 l'agence d'attractivité qui permet d'attirer de nouvelles personnes, de nouvelles populations dans notre beau département et de s'appuyer sur nos atouts. Alors, bien sûr, la richesse de nos territoires, de nos paysages. On a la chance d'avoir un département entre terre et mer. Et puis, nous avons la chance d'avoir un tissu associatif qui est très riche. Nous avons des opportunités d'études, nous avons un dynamisme économique. Et donc, pour toutes ces raisons, nous essayons, par le biais de nos actions, d'accueillir de nouvelles populations. Si aujourd'hui, nous avons choisi de soutenir cet événement, c'est pour nous parce que nous sommes convaincus que le mécénat est un outil puissant pour pouvoir permettre à des particuliers et à des entreprises de financer des projets locaux, de soutenir les projets de territoire et surtout de participer à des actions d'intérêt général. Ces projets participent au soutien des populations,
favorise l'émergence de nouvelles initiatives, de nouveaux projets, de nouvelles idées qui contribuent à rendre nos territoires plus attractifs. Cette matinée organisée par Admical a plusieurs objectifs. Le premier, il s'agit de pouvoir mieux comprendre les pratiques et comment les entreprises agissent en matière de mécénat, quels sont les montants, quels sont les secteurs qui sont concernés. Et puis, le deuxième objectif de cette matinée, c'est de pouvoir avoir un retour d'expérience, de pouvoir vous inspirer des parcours ou des expériences d'autres collectivités, d'autres collectifs. On a notamment un exemple dans le département de l'Essonne. On a des fondations qui vont pouvoir voilà, vous éclairer et vous inspirer par rapport à eux, leurs expériences. Voilà, j'espère que ce sujet vous passionnera autant que moi et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle matinée d'échange et je vous dis à très bientôt dans le département du Calvados. Merci. Donc après ces quelques petits mots introductifs, je vais prendre la suite. Donc je suis Valentine Kletz, assistante promotion du mécénat et développement régional chez Admical. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter donc les résultats de notre dernier baromètre du mécénat d'entreprise en France. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une étude que nous réalisons tous les 2 ans depuis maintenant 15 ans. Et donc, je vais vous présenter les résultats au niveau national et ensuite Maïwen Tanon, qui est la déléguée régionale Admical en Normandie, vous présentera les résultats au niveau de votre région. Donc, en ce qui concerne la méthodologie de l'étude, elle repose sur 2 sources principales d'information. Donc, premièrement, les chiffres sur l'impôt sur les sociétés produits par le ministère de l'Économie et des Finances qui nous permettent de connaître le nombre d'entreprises qui ont déclaré leurs dons à l'administration fiscale. Donc, les données ici sont celles de 2018. Et ensuite, une étude téléphonique et online réalisée par l'Institut de sondage IFOP auprès de 1414 entreprises. Donc, en ce qui concerne l'enquête principale, la bonne nouvelle, c'est que 2018 est une année qui confirme la nette progression du mécénat, avec 96 000 entreprises mécènes et un montant total de dons de 2 milliards d'euros. Donc, il faut savoir que toutes les entreprises qui réalisent des actions de mécénat ne déclarent pas forcément leurs dons à l'administration fiscale. Donc, on estime qu'il y aurait donc 9% d'entreprises mécènes pour un montant total de dons compris entre 3 et 3,6 milliards d'euros. Donc, si on regarde ensuite plus précisément le profil des mécènes, donc comme on peut le voir sur le graphique de gauche, les grandes entreprises ne représentent que 0,3% des entreprises mécènes en France, mais elles pèsent pour 53% du budget du mécénat. Les entreprises de taille intermédiaire représentent 4% des mécènes pour une part budgétaire de 23%. Et on retrouve ensuite donc les PME et les TPE qui représentent 96% des entreprises mécènes pour une part budgétaire de 18 et 5%. Donc juste en dessous, vous avez les dons médians qui vous donnent une idée des montants de dons donnés par taille d'entreprise. Donc une TPE a un don médian de 800 €, une PME de 4 000 €, une entreprise de taille intermédiaire de 40 000 € et une grande entreprise de 850 000 €. Donc ensuite, il est intéressant de se pencher sur le taux d'entreprise le taux de mécénat par taille d'entreprise, pardon, excusez-moi. Donc on peut voir que 3,3% des MIC, donc qui sont les TPE, déclarent leurs dons, 22,7% des PME, 46% des entreprises de taille intermédiaire et 82% des grandes entreprises. Donc tous ces pourcentages, on le voit sur cette slide, sont bien meilleurs qu'en 2016, ce qui nous montre le net développement du mécénat, encore une fois. Donc on peut voir que le mécénat est à la hausse dans toutes les catégories de taille d'entreprise. Donc ensuite, on peut plus précisément se pencher sur les pratiques du mécénat d'entreprise. Donc tout d'abord, quels sont les principaux domaines soutenus? Donc en part de budget, on voit que le social est à 22%, la culture à 18%, l'éducation à 15%. Et donc ce sont les 3 domaines prioritaires. Et ensuite, on retrouve le sport, la santé, la biodiversité et l'environnement, la solidarité internationale, la recherche et l'enseignement supérieur, et l'expression et défense des droits. Donc ensuite, on peut se demander comment ces entreprises s'engagent en matière de mécénat.
Donc, on a ici la part dans le budget global des différentes formes de mécénat. Donc, la plus grande partie choisissent d'agir avec un mécénat financier, donc qui représente 78% du budget du mécénat. Et le mécénat en nature et le mécénat de compétences représentent plus de 20% du budget de mécénat. Donc, si on veut s'intéresser au nombre d'entreprises qui pratiquent ces différentes formes, elles sont 93% à pratiquer le mécénat financier, 21% le mécénat de compétences et 31% le mécénat en nature. Donc, ensuite, on peut voir, et c'est un chiffre qui va vous intéresser ce matin, que la plupart des actions de mécénat se font à l'échelle locale, donc à 80%. Ensuite, 32% au niveau national et 11% à l'international. Donc, on peut voir que l'action locale reste majoritaire, ce qui montre donc l'envie des mécènes d'agir au plus près de leur territoire. Donc, si on regarde maintenant la motivation des mécènes, on peut voir que la principale est de contribuer à 89% à l'intérêt général. Ensuite vient la question de l'incarnation des valeurs de l'entreprise, puis le soutien à l'innovation sociale. Donc, dans les autres motivations qui sont régulièrement citées, il y a la question de l'ancrage territorial, la question de la réponse aux enjeux RH, donc mobiliser ses collaborateurs, créer une cohésion d'équipe. Et puis enfin, on peut penser à la question de la valorisation de l'image de l'entreprise ou le développement de nouvelles relations avec ses partenaires. Donc, pour conclure sur cette partie, on peut émettre 3 grandes hypothèses. Donc, la première est que l'approche collective du mécénat s'installe progressivement dans les habitudes des mécènes. Donc, cette approche collective demande une certaine ingénierie, du temps et des compétences. Et donc, mettre en action des projets collectifs demande du temps et des efforts que toutes les entreprises n'ont pas toutes le temps de mobiliser. Donc, il y a une certaine marge de progression sur ce point-là. Et les grandes entreprises sont plus enclines à s'engager en collectif à 51%, et généralement avec l'ambition de répondre de manière holistique à une problématique sociétale spécifique. Et on remarque que les PME, elles, privilégient une approche territoriale pour renforcer leur lien avec le territoire des mécènes et répondre aux besoins locaux. Donc, le deuxième grand point est la réforme fiscale du mécénat, donc, qui est apparue en décembre 2019, qu'on peut résumer en 2 points principaux. Donc, tout d'abord, c'est une mesure qui limite les avantages fiscaux des grandes entreprises avec la baisse du taux de réduction d'impôt de 60% à 40% au-delà de 2 millions d'euros de dons. Et second point très important pour les entreprises plus petites, c'est une mesure qui vise à favoriser le mécénat donc des entreprises de taille inférieure avec un plafond alternatif de 20 000 euros pour encourager le mécénat. Donc ça permet de dépasser le plafond des 0,5% du chiffre d'affaires. Et ensuite, la dernière tendance, c'est l'impact de la crise sur les pratiques des mécènes. Donc on peut s'interroger sur, bien sûr, les conséquences de cette crise sanitaire aujourd'hui. Donc la crise a bouleversé l'engagement des entreprises mécènes. Certaines d'entre elles ont découvert le mécénat par ce biais-là et d'autres se sont plutôt repliées sur elles-mêmes en raison de leurs difficultés financières. Et on peut tout de même rester optimiste malgré tout puisque 82% des entreprises mécènes annoncent que leur budget va rester stable, voire même augmenter. Donc l'inquiétude se situe surtout pour les PME. Et je vais maintenant laisser la parole à Maïwen Tanon pour vous faire un petit focus sur les chiffres en Normandie. Merci Maïwen, Valentine. c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Alors, sur la Normandie, petit focus sur la Normandie. Hop, merci. Au global, sur le territoire, on va noter une légère baisse du montant des dons entre 2017 et 2018, qui peut s'expliquer par beaucoup de choses. Principalement, ça peut être des plus petits dons faits par les entreprises, éventuellement moins de dons ou éventuellement moins de déclarations aussi, ce qui est tout à fait possible. Ce qu'il est intéressant de noter quand même malgré tout, c'est que le nombre d'entreprises sur le territoire, le nombre d'entreprises qui sont mécènes a largement augmenté entre 2017 et 2018, puisque ça représente une hausse de 11%.
d'entreprises mécènes sur le territoire de la Normandie. Et globalement, sur les 10 dernières années, la tendance est plutôt une tendance à la hausse, puisque le nombre d'entreprises déclarant des dons a été multiplié par 3,7 et le montant des dons a été multiplié par 2. Donc, c'est plutôt une note encourageante, en tout cas sur la Normandie, pour ce qui concerne l'engagement des entreprises sur le mécénat. Concernant les dons moyens des entreprises par région, alors on va retrouver une répartition ancienne région, mais qui nous permet d'observer du coup deux tendances assez différentes entre la Haute et la Basse Normandie. Sur la Haute Normandie, on observe ici que on n'est pas tant vraiment sur une baisse entre 2017 et 2018, mais plutôt sur un retour à la normale, puisqu'en 2017, en Haute-Normandie, l'année a été marquée par un événement très fort qui était les 500 ans de la ville du Havre, qui a entraîné une forte mobilisation des entreprises et une grande augmentation des dons en 2017. Donc, on retrouve en 2018 un retour à la normale. Et là où en Basse-Normandie, on retrouve une augmentation du don moyen par entreprise et une augmentation qui n'est pas négligeable non plus, hein, puisqu'elle représente une augmentation de 13%, qui met aussi du coup la Basse-Normandie dans les 8 régions qui sont en augmentation entre 2017 et 2018. Donc tout ça, ce sont des orientations qui sont plutôt positives et qui montrent vraiment une mobilisation et un engagement de plus en plus important des entreprises sur le territoire. Petite carte pour vous permettre d'avoir une vision un peu plus globale du territoire et de voir un petit peu comment la Normandie se positionne par rapport aux autres régions françaises. Alors, avec un taux de mécénat à 5,1%, on peut voir que la Normandie, en gros, elle se situe à peu près au milieu du tableau, avec, on peut le dire, hein, une vraie marge de progression, puisque ça représente encore 95% d'entreprises qui ne font pas de mécénat ou en tout cas qui ne déclarent pas faire du mécénat. Mais malgré tout, c'est un résultat qui est quand même assez encourageant et qui est supérieur à la moyenne nationale, qui se situe à 4,4%. Donc, on peut être assez fier, en tout cas, de l'engagement des entreprises sur le territoire. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette mise en perspective et cette présentation des chiffres du baromètre à la fois en France et en Normandie. Et maintenant, on va pouvoir passer la parole aux intervenantes. Cette table ronde sera animée par Maïwenn et Eric, que j'ai oublié de présenter en début d'intervention, mais qui sont évidemment nos deux représentants en région Normandie. Et je les remercie beaucoup pour l'organisation de cet événement. Et donc, je vous laisse la parole, Maïwenn et Eric, pour la présentation des intervenantes et l'animation de la table ronde. Merci Marion. Alors, aujourd'hui, pour échanger avec nous, moi, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Malvezin. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, Fanny, vous êtes directrice de la fondation Essonne Mécénat, qui est une initiative du conseil départemental de l'Essonne qui a démarré donc en 2017. Est-ce que vous voulez bien aujourd'hui donc partager avec nous un petit peu cette expérience et nous dire ce qui a motivé le département de l'Essonne de se lancer dans ce projet de fondation et puis nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne aujourd'hui, cette fondation? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous inviter en voisin, puisque je ne suis donc pas du Calvados, mais j'y vais régulièrement en vacances et je découvre le patrimoine qui est très riche. Mais effectivement, je suis très heureuse d'échanger l'expérience du département de l'Essonne, qui est donc une collectivité, donc un organisme public et qui a décidé de créer l'outil mécénat dans la maison, ce qui n'est pas du tout évident parce que c'est plutôt à contresens du circuit des fluides financiers, puisqu'en général, les collectivités accompagnent les projets sur le territoire. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais là, la volonté des élus, c'était de répondre à un double enjeu. Le premier enjeu est bien sûr de trouver des nouvelles recettes, mais ça reste à la marge. Mais c'est quand même l'idée dans des temps contraints, où il y a de moins en moins de ressources financières, d'essayer d'accompagner certains projets
comme une cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, puisque évidemment, ça ne remplit pas le budget, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner certains projets. Et le deuxième enjeu, c'est surtout de faire un vecteur du mécénat, un outil d'attractivité pour le territoire. Le département de l'Essonne, l'enjeu, c'était de pouvoir répondre à un enjeu d'image, puisque le département est le dernier en termes de chiffres et de fréquentation touristique en Île-de-France, hein, avec forcément le focus qui est donné à Paris et qui attire tout, et la Grande Couronne a un peu du mal à attirer les visiteurs sur son territoire, même si les récents mois et la crise que nous venons de traverser a mis un coup, un peu d'arrêt au départ des touristes vers l'étranger en dehors de Paris, mais c'est vrai que la règle et la norme qui était celle d'avant, le monde d'avant, si on peut dire, c'était de ne pas capter cette clientèle touristique, et puis surtout aussi de faire un enjeu d'attractivité pour nos propres habitants et d'arriver à communiquer différemment et en des termes positifs sur le territoire. Donc, si je dis tout ça, c'est parce qu'en fait, le projet, puisque en mécénat, j'imagine que tout le monde qui suit cette table ronde ce matin sait bien qu'il faut partir des projets pour raisonner en termes de recherche de fonds et de collecte de dons. Il faut d'abord avoir un bon projet. La mise en place de la fondation et sa mécénat, c'était d'abord un dispositif de réflexion en interne entre les élus et puis avec les services. Moi, j'ai été missionnée spécifiquement là-dessus. J'arrivais des États-Unis où le fundraising est quelque chose de très institué et d'assez commun finalement chez les Américains, même si les Français sont quand même réputés pour être assez généreux. Mais c'est vrai que ce n'est pas institué, en tout cas dans le monde de l'entreprise, comme là-bas. Donc ma mission, c'était d'essayer de voir un peu comment on pouvait mettre cela en place dans la collectivité, qui est plutôt effectivement pourvoyeuse de subventions et moins dans la recherche de fonds. Donc, il a fallu d'abord convaincre en interne, parce que ce n'était pas facile comme logique à mettre en place dans la maison, de dire on va aller chercher des fonds. Donc, il a fallu identifier les projets, quels projets accompagner sur le territoire. Et forcément, on se heurte à un écueil qui est celui que c'est difficile d'accompagner des projets qu'on ne porte pas directement. Donc, l'idée, c'était d'arriver à chercher des projets dont nous sommes instigateurs dans la collectivité. Et il est apparu assez facilement que le département étant propriétaire de plusieurs monuments historiques et ayant un patrimoine assez vétuste et très endommagé par le temps, il y avait un volume de travaux à effectuer, à réaliser pour restaurer le patrimoine et puis en faire un outil d'attractivité pour nos habitants et puis pour le développement économique et touristique. Il est apparu que du coup, c'était peut-être un peu l'objet principal à retenir pour lancer cette aventure mécénat. Et du coup, je suis allée taper à la porte de la Fondation du patrimoine, qui était la seule à héberger à l'époque des collectivités, ou en tout cas des organismes extérieurs pour vraiment donner un focus sur le patrimoine. Aujourd'hui, il y a la Fondation des monuments historiques aussi, Demeure historique qui le fait, mais c'est vrai que dans ce créneau spécifique du patrimoine et de la culture, la Fondation du patrimoine a bien vu l'enjeu pour notre territoire qui a de très, très beaux outils patrimoniaux, qu'effectivement, il pouvait y avoir un volume de travaux échelonné sur quelques années, puisque ça s'évalue en millions d'euros de travaux, et que la collectivité seule aura un petit peu de mal à faire. Donc, c'est vrai que le mécénat, ça a contribué à la fois aux élus de se dire que, allez, on y va, on part, on investit sur le patrimoine, hein, qui n'est pas une des compétences obligatoires de la collectivité, et c'est toujours un petit peu compliqué de mettre beaucoup d'argent sur des châteaux ou des jardins quand il y a des collèges à construire, quand il y a des enjeux démographiques, quand il y a beaucoup d'autres enjeux pour un territoire. Mais du coup, le fait de se dire, allez, on va essayer d'embarquer la population, les entreprises dans la restauration de ce patrimoine qui permet après d'embarquer, hein, c'est un cercle vertueux, le mécénat, c'est-à-dire que le patrimoine, hein,
Monsieur Berne qui disait qu'un euro investi dans le patrimoine, c'est 20 euros en retour d'investissement sur le territoire. Et d'ailleurs, nous sommes allés le voir, Monsieur Berne, et c'était avant qu'il soit missionné par le gouvernement et par M. Macron, M. Patrimoine, et il a bien voulu être notre parrain de la fondation. Donc ça, c'était plutôt sympathique pour la mise en place de d'Essonne Mécénat. Donc voilà, la mise en place, elle s'est faite assez naturellement avec la Fondation du patrimoine, ce qui nous permettait aussi de décentraliser un tout petit peu le message de dire vous ne donnez pas à la collectivité, on donne vraiment pour une cause, pour un patrimoine, et de nous garantir la visibilité de la Fondation du patrimoine et la crédibilité du transfert des fonds pour les particuliers, les entreprises, vers une fondation, un organisme du coup un peu extérieur à la collectivité, mais qui nous accompagne donc pour nous proposer un fonds. Hein. C'est un outil, un vase juridique, j'ai envie de dire, qui nous dédouanait après de toute la gestion des dons et des reçus fiscaux, puisque forcément ça va ensemble, et de ne pas consacrer le temps sur cette gestion administrative, mais de la consacrer vraiment à l'animation et à la communication sur la collecte, puisque c'est effectivement moi qui suis en charge de cela au sein de la collectivité. Que dire de plus? Donc la première année, nous avons choisi un petit galop d'essai dans un jardin que nous avons dans un de nos plus grands jardins publics de l'Essonne. C'était la restauration d'un jeu de loi monumental. Il n'y en a que 3 en France. La tempête 99 avait fait beaucoup de mal à ce jardin, et du coup le jeu de loi c'est devenu un peu notre galop d'essai pour se dire bon allez, on va voir comment ça fonctionne, comment on peut embarquer un peu le territoire et les entreprises sur un projet, voir si on arrive à fédérer un petit peu. Et puis on a réussi sur un projet évalué à environ 200 000 euros à recueillir 25 000 euros de dons. C'était notre premier projet. On avait atteint l'objectif où on se disait qu'on avait essayé de se donner un objectif de 10% en mécénat sur un plan de financement, hein, puisque étant donné que nous sommes sur du monument historique, nous avons évidemment les partenaires traditionnels de la collectivité, État et région sur quasiment tous nos projets. Mais on se disait, bon, on va essayer d'inscrire une ligne dans le plan de financement à chaque fois, mécénat, aux alentours de 10%. Et en règle générale, on arrive à s'y tenir. Voilà, donc effectivement, l'enjeu du mécénat, c'est de bien cibler ces projets, qui puissent être porteurs de sens pour le territoire, les habitants et les entreprises, qui sont effectivement celles qu'on va voir d'abord. On va d'abord voir celles du territoire, hein, c'est important d'aller parler à ceux qui sont près des projets, tout d'abord, pour essayer de leur dire, à côté de chez vous, il y a ça peut avoir du sens pour vous, ça peut avoir du sens pour vos employés, qui sont notre public, hein, c'est des sites qui sont ouverts au public, donc il peut y avoir aussi un message à donner localement sur, on essaye de participer à une aventure collective, intérêt général, comme vous avez dit en introduction, et qui permet d'avoir un cercle vertueux à côté de chez soi et de donner du sens à son geste. Est-ce que notamment vous arrivez à embarquer les PME et les entreprises de plus petite taille? Comment on s'adresse à ce genre d'entreprise-là? Alors, nous, on passe par les réseaux d'entreprises. Hein. Alors, on a ouvert des souscriptions sur les 4-5 projets que nous avons identifiés pour arriver à communiquer, pour chercher des dons. On a ouvert 3-4 souscriptions. Il y en a une qui est déjà fermée. Donc, les souscriptions sont à la fois, s'adressent à la fois au grand public, hein, donc le public qui vient visiter les jardins, mais aussi les entreprises. On passe par les réseaux d'entreprises. On leur propose de venir expliquer ce que c'est le mécénat. Le président qui est vraiment à l'initiative de cette mission mécénat
et qui est amoureux du patrimoine mouille sa chemise, il va voir les entreprises, il explique évidemment ce qu'il fait pour le territoire et puis il essaye de dire qu'il y a aussi moyen pour les entreprises de donner en retour aussi et de s'investir localement et du coup leur présenter les projets, les associer à des réunions, enfin, où voilà, on s'introduit, en général, les entreprises se réunissent, soit sur des petits déjeuners, avant, hein, évidemment, ça va revenir, on espère, mais des déjeuners, des petites rencontres, il faut venir souvent des invités, donc voilà, on essaye comme ça de les alerter, parce que la chose la plus difficile dans le mécénat, finalement, c'est de faire savoir. C'est de faire savoir qu'on existe, de communiquer. On ne peut pas tous les jours abreuver les réseaux sociaux en disant faites un don. On ne peut pas avoir cette communication très agressive. Donc, du coup, il faut faire savoir au public qui vient visiter nos domaines et puis en faisant quelques opérations de communication un peu ciblées ou en faisant aussi en les invitant, en constituant un réseau de fichiers de contacts et puis en les invitant à nos événements, aux inaugurations, à l'ouverture des sites. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, c'est vrai que 50% de nos dons proviennent de l'Essonne. Et les entreprises, je pense qu'on est vraiment dans ce que vous avez décrit, hein, 20% ou très peu de pourcentage de très grandes entreprises, mais on est à chaque fois passé par les relais locaux. C'est souvent le chef d'agence du Crédit Agricole qui est sensible à un domaine à côté, qui a été sensibilisé par le maire, qui est notre voix aussi de relais, qui dit ah bah oui, bah, je vais essayer d'en parler plus haut, puis ça remonte jusqu'à la fondation. Hein, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir dans la table ronde, je vois la fondation SNCF. C'est vrai qu'aujourd'hui, les grands groupes ont tous leur fondation, donc si on ne rentre pas dans les cases et dans leur cause qu'ils ont adoptée, puisqu'ils choisissent des causes qui font sens pour eux aussi. Donc nous, on va frapper à la porte des entreprises qui sont investies dans la culture et le patrimoine. Mais c'est vrai qu'on passe souvent par les relais locaux, puisque c'est nos intermédiaires réguliers. Et après, on va plus haut. Et c'est vrai que les grandes entreprises représentent peu de nos mécènes, mais c'est celles qui, effectivement, en volume de dons, donnent la moitié, je dirais, de nos dons. Hein. Et après, c'est les particuliers, essentiellement du territoire, mais aussi de la région. On arrive à embarquer quelques Parisiens et des visiteurs des autres départements alentours. Et après, effectivement, c'est essentiellement de la PME ou l'entreprise intermédiaire. Je comprends que c'est une belle façon de créer du lien aussi entre du coup, les entreprises, les citoyens et la collectivité locale sur un projet qui fédère tout le monde finalement. Absolument. Oui, oui, absolument. Ça crée des liens qui sont différents, en fait. Parce que, bon, après, les entreprises sont sensibles ou pas. Hein. Le mécénat, ça reste un geste philanthropique. Donc, il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Il faut aussi adhérer à la cause. Hein. Ça peut être, nous, on a choisi le patrimoine, mais ça peut être le social, ça peut être autre chose. Mais effectivement, ça permet de créer un lien différent parce que les entreprises, en général, on va les voir à la CCI pour parler de la conjoncture économique, de la crise, des aides qu'on peut allouer dans la tempête, mais souvent pas sur un angle plus ludique. Donc ça permet peut-être effectivement d'aborder le territoire différemment et elles de rappeler qu'elles sont aussi assises sur un territoire ancré avec des employés souvent qui viennent d'un rayon géographique proche avec voilà, des gens qui vivent sur le territoire. Donc, ça permet aussi de s'adresser à leurs employés. Donc, c'est intéressant pour ça. Donc, la fondation, elle a été créée en 2017. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en retirez? Quel retour pour le département? Est-ce que vous avez déjà réussi à avoir un peu de recul justement sur les projets, sur les liens que vous avez pu tisser avec les acteurs du territoire? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a une année, comme tout le monde, hein, j'imagine, l'année Covid, là, on est en suspens, hein, on est un petit peu, on a la tête sous l'eau et on espère vite que ça va sortir, puisque c'est sûr que communiquer sur du patrimoine et de la culture en temps de Covid, c'est pas simple. Donc, nous, on a été très modestes
dans notre communication, juste à l'occasion de la sortie de confinement et de la réouverture de nos domaines. Mais c'est vrai qu'on était un petit peu en pause. Le bilan du mécénat, c'est vraiment que ça a pu être un vecteur de communication et d'attractivité pour la collectivité. C'est toujours un outil qui permet de donner une image positive. Parce que nous, on a choisi le patrimoine, mais du coup, c'est montrer que dans notre département, qui souffre quand même d'une image toujours un peu dégradée dans les médias en disant il y a les banlieues qui flambent et tout ça, c'est de dire ben non, notre territoire, c'est pas que ça, c'est aussi un patrimoine des gens qui vivent aussi à côté. Et c'est vrai qu'on a énormément de choses sur lesquelles on peut communiquer différemment. Et du coup, c'était vraiment en faire un outil de communication. On a embrayé derrière au niveau de la communication sur une campagne de proximité, hein, puisque le mécénat, on le voit vraiment, c'est embarquer les gens et les entreprises du territoire. On a fait une campagne de communication sur le bonheur et dans le prêt. Ensuite, pour inviter tous les gens qui étaient en mal de 10 km ou d'1 kilomètre ou de pouvoir respirer au grand air, de leur dire venez chez vous, en fait, puisqu'il y a plein de choses à découvrir et à accompagner. Donc, le mécénat, à chaque fois, c'était un outil pour communiquer en disant vous pouvez être acteur de votre territoire en faisant un don. Et il n'y a pas de mauvais dons. Il y a pas, tous les dons sont bienvenus. Que ce soit le petit donateur ou le grand donateur, il est embarqué après dans une histoire. On l'invite aux événements qui sont organisés. Après, en termes d'expérience vraiment interne, j'ai envie de dire de fonctionnement et de mise en route, moi, ce que j'ai pu retirer comme expérience, on est sur du monument historique, donc c'est un petit peu complexe comme matière. Il y a des projets, des études qui sont longues avant de pouvoir faire aboutir les projets. Et si je peux donner un conseil pour ceux qui voudraient aller dans ce sens-là, c'est de ne pas partir trop loin du projet, de la sortie de terre du projet, j'ai envie de dire. C'est vrai que nous, on a ouvert des souscriptions très en amont. Et après, c'est très difficile de communiquer avec les mécènes qui nous ont donné en leur disant ça va venir, mais ça ne sort pas de terre parce que on a eu un chantier de fouilles historiques archéologiques qui est venu se greffer au milieu ou des autorisations qui ne sont pas arrivées des différentes autorités de l'État et qui nous permettent pas d'avancer, de faire la première pierre. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut arriver à choisir le bon moment. Alors déjà, le bon projet, ça c'est sûr, mais le bon moment aussi pour communiquer et aller collecter des dons. C'est très important pour les mécènes et surtout les grosses entreprises qui donnent des montants plus conséquents, de leur montrer ensuite que leur argent, il sert bien à quelque chose et qu'il donne vie à un projet. Donc voilà, 1 an avant, c'est pas trop long, c'est pas trop près. Il faut au moins 1 an parfois entre une rencontre et l'aboutissement d'un don pour un projet. Alors, est-ce qu'il y aurait des choses éventuellement à éviter ou des difficultés particulières que vous avez rencontrées et qui pourraient éventuellement nous permettre d'éviter certains écueils? Alors, à part ce que je viens de vous dire, vraiment, l'expérience est quand même assez positive, j'ai envie de dire. Vous voyez là nos outils de communication qui ont pu être développés en lien avec la Fondation du patrimoine. J'ai pas vraiment de choses négatives à sortir de cette expérience. Effectivement, de bien choisir son projet, ça c'est très important pour arriver à être attractif et à donner envie de donner. Je crois qu'il faut avoir un projet qui fasse sens, que ce soit une cause sociale ou culturelle, encore une fois, ou sportive, peu importe, mais que les entreprises ou les particuliers aient vraiment envie en fait d'être acteurs de projets locaux et d'intérêt général. Et après, effectivement, de fidéliser la relation avec eux, de les tenir informés régulièrement de ce qui se passe, pas forcément que sur le projet d'ailleurs, mais aussi en règle générale, de les associer à des événements, de les inviter, de les tenir informés. Je pense que c'est important de tenir le lien parce qu'on parle toujours de la collecte de dons, mais on parle peu du suivi. Mais c'est important aussi
de bien associer les donateurs ensuite, aussi de réactiver, hein, parce que des fois, un donateur one-shot peut devenir un donateur régulier. Nous, on a essayé de développer des conventions pluriannuelles. On a signé notre première convention pluriannuelle avec une entreprise de taille intermédiaire qui est investie sur le territoire et qui nous a fait un don de 30 000 euros avec 10 000 euros chaque année. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que du coup, ils nous avaient dit qu'ils ne pouvaient pas donner beaucoup. Alors, on leur a proposé de nous accompagner dans la durée. Voilà. Donc ça, c'est aussi des partenariats précieux puisque du coup, ça crée un échange sur le long terme. Ça permet aussi d'avoir effectivement plus de retour sur l'impact du don. Absolument. Tout à fait. C'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup, Fanny. Je vais passer la parole à Eric. Bonjour à toutes et tous. Moi, je vais passer rapidement la parole à Éléonore, donc représentante du CJD Normandie, avec une première question d'introduction pour Éléonore. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est le CJD et en quoi le mécénat résonne tout particulièrement avec ce réseau? Bonjour à tous, merci Eric. Oui, effectivement, le CJD Normandie, alors le CJD plus largement, c'est un mouvement patronal qui existe depuis 1938 et qui cherche à mettre l'économie au service de l'homme et pas l'inverse. Donc vraiment, dans notre ADN, il y a des valeurs fortes qui sont principalement la responsabilité, la loyauté, la solidarité et le respect de la dignité humaine. Ce qui fait que voilà, quand on entre au CJD en tant que dirigeant ou cadre dirigeant, de tous les âges, même si le mot jeune dans notre on va dire marque incite à penser qu'il faut être jeune pour y participer, il faut être jeune dans la fonction ou dans la tête. Et donc on vient se former, c'est un peu une école du dirigeant, mais au service, encore une fois, d'un monde meilleur. Donc il y a un engagement citoyen, sociétal et environnemental au sein du mouvement. D'accord. Oui, donc le CJD en Normandie, on est 5700 dans le monde, on est dans 16 pays, pas seulement en France. Et le CJD en Normandie plus particulièrement, c'est plus de 200 membres sur 4 sections que sont Caen, Rouen, Dieppe et Le Havre. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres clés. Et donc le mécénat, concrètement, au CJD, ça se traduit comment concrètement? C'est quoi les actions que vous pouvez mener et pourquoi vous menez ces actions-là? Qu'est-ce qui vous fait choisir les actions? Alors, elles sont très variées. Je pense déjà que chaque JD, comme on appelle, chaque dirigeant ou cadre dirigeant qui appartient au mouvement est déjà quelqu'un qui partage ses valeurs de base et on a de nombreuses personnes, de nombreux JD qui font des dons ou qui sont engagés dans la sphère associative. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque échelon, au sein du CJD, au sein de la section, par exemple, il va y avoir pas mal d'événements ou d'actions collectives. C'est ça aussi qui est intéressant. Je n'ai pas tout le détail en fait pour chaque entreprise particulièrement, mais en tant que mouvement, alors si je prends quelques exemples, récemment, par exemple, le CJD de Caen a noué un partenariat avec la Cravate Solidaire et font des collectes de vêtements pour pouvoir ensuite les offrir la Cravate Solidaire de manière à promouvoir la préparation aux entretiens d'embauche et l'emploi. On a eu aussi, par exemple, un partenariat pour le CJD du Havre avec le CJD de Madagascar et des associations malgaches. Donc là, avec plus une visée humanitaire. Et donc ça, c'est au niveau des sections. Au niveau du
national, du CJD national et international. Ça se traduit par exemple par des rencontres du réseau. On a eu notamment une rencontre du réseau il y a quelques années à Paris, où justement pendant toute une journée, il y avait plus de 800 chefs d'entreprise qui ont donné de leur temps pour participer, alors en mécénat plutôt de compétences, là, cette journée-là. On a travaillé par exemple avec Alternatiba. Il y avait plein de groupes en fait comme ça qui travaillent sur différents projets. Pour Alternatiba, on les a aidés sur leur communication pour mettre en place l'événement en Île-de-France. On avait travaillé avec une association qui référençait les lieux accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc, tous les dirigeants qui participaient à cet atelier étaient en fauteuil et devaient justement tester un peu grandeur nature l'accès à des lieux, à des restaurants, à des commerces. Ça pouvait être une équipe qui était dans un hôpital de jour d'hébergement d'urgence pour collaborer avec les personnes dans la précarité et décorer tout le hall d'entrée de manière collaborative. Ces opérations-là ponctuelles sont amenées derrière à continuer en fait plus en local. C'est-à-dire que c'est simplement faire germer des idées, des projets quand on est tous ensemble réunis dans une rencontre du réseau national. Mais derrière, ça rejaillit vraiment au niveau des sections en local. Pour toi, personnellement, en tant que jeune dirigeante, s'engager dans une action de mécénat, ça t'apporte quoi et tu vois quel intérêt à le faire en tant que jeune dirigeante? Alors pour moi, c'est essentiel. Je sais que tout à l'heure, vous avez évoqué justement un peu les raisons pour lesquelles les dirigeants s'engagent. Alors moi, je suis très attachée à l'ancrage territorial, au fait que l'écosystème qui nous entoure, toutes les belles initiatives, tous les savoir-faire, toute la solidarité qui s'exerce autour alors là, pour le coup, je vais parler autour de mon entreprise, autour de nos entreprises. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. La mise en relation, parfois, moi, mes actions, elles sont beaucoup dans la mise en relation de personnes qui peuvent justement avoir des projets à créer ensemble. Et ce que ça m'apporte, le sentiment d'être utile. J'ai vraiment besoin d'agir. Et je pense qu'on est nombreux au CJD à être dans cette expérimentation, dans ce souci d'être utile au monde, de faire vraiment des actes citoyens au quotidien. Et pour moi, c'est vraiment essentiel au sein de l'entreprise de pouvoir, pas seulement donner financièrement, parce qu'en plus, alors pour le coup, moi, mon entreprise est jeune et elle n'a pas forcément les moyens de faire des dons énormes. Mais c'est vrai que de toute façon, en lien avec un peu ce que pense le mouvement, on a besoin de soutenir la jeunesse. Donc, ça peut être du temps que l'on donne pour créer des micro-projets avec Entreprendre pour apprendre. Ça peut être une association étudiante qui fait une croisière environnementale où ils vont avoir besoin de contacts presse, ils vont avoir besoin de trouver des experts pour parler des sujets sur la biodiversité, sur la pollution de l'eau, sur tout un tas de sujets. Et donc, ce temps ou ces petits moyens financiers que l'on peut donner, que l'on peut apporter pour faire grandir des associations, faire grandir des jeunes, faire grandir des projets qui sont comme ça, avec une belle portée environnementale et sociale sur notre territoire, c'est gagnant-gagnant. Je pense que c'est vraiment essentiel. Alors, il y a un commentaire que je vois sur le chat qui nous dit qu'on parle de partenariat et pas de mécénat. Je sais
pas ce que toi tu en penses, mais est-ce que, et en tout cas d'autres intervenants éventuellement sur la table ronde, est-ce que le mécénat, c'est pas de toute façon par définition un partenariat à un moment donné qu'on noue avec un porteur de projet? La frontière est mince, si je peux intervenir entre, en effet, le mécénat, c'est une forme de partenariat, mais c'est un partenariat qui est encadré puisqu'il donne droit à des réductions d'impôts pour les entreprises. Donc, c'est pour ça que l'État a mis en place un peu des garde-fous. C'est pour ça que toutes les associations ne sont pas éligibles au mécénat. Et il y a beaucoup de mécènes qui font des dons, comme le disait Léonore tout à l'heure, sans le savoir, sans se sentir mécène. Et juste pour préciser, le mécénat, ça passe pas forcément que par du mécénat financier. Ça peut être aussi du mécénat en nature ou en compétences. Et de ce que je comprends dans les actions que mène Éléonore avec son entreprise, là, ça peut être du mécénat de compétences. Donc, c'est quand un salarié, sur son temps de travail, va donner de ses compétences à une association. Donc, typiquement, ce que tu disais de peut-être donner des contacts presse, voilà, ça va peut-être être la responsable de la communication qui va donner 1 heure de son temps de temps en temps pour une association, pour l'accompagner. Et donc, ça, c'est du mécénat de compétences parce que c'est sur son temps de travail. Ça peut être aussi du bénévolat de compétences, mais donc là, c'est hors du temps de travail, c'est plutôt sur un acte citoyen du salarié. Et donc ouais, en effet, le mécénat, c'est une forme particulière de partenariat. Il y a aussi du sponsoring, il y a aussi des partenariats un peu informels, mais qui, eux, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt. Et donc, sur le CJD, vous avez, dans ce que je comprends et dans ce que tu nous expliques là, en fait, il n'y a pas une structuration en tant que telle des actions de mécénat. Vous n'avez pas une fondation CJD. C'est vraiment chacun qui s'engage selon aussi son écosystème et puis aussi ses intérêts. Est-ce qu'à côté de ça, vous avez dans la perspective, dans la réflexion, ou des projets où là, vous réfléchissez ensemble en tant que jeunes entrepreneurs à vous engager et à structurer un peu plus cette démarche de mécénat? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait clairement rentrer dans les, on va dire, les actions à mener plus là en fédérant au niveau du CJD Normandie. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a un besoin quand même d'accompagnement effectivement pour clarifier les différentes façons de faire du mécénat et de les faire de manière de moins en moins individuelle et de plus en plus collective. Et par exemple, au niveau du CJD Normandie, là, on est en train d'envisager de soutenir, alors c'est encore une action ponctuelle, mais qui vise à donner plus de visibilité à des associations locales et à le faire ensemble à travers là une partie de dons financiers, à travers la Nuit du bien commun, qui est un événement national, mais qui va s'organiser à Rouen à la rentrée. Et voilà, l'idée, ça va être de pouvoir communiquer là-dessus et réunir des donateurs et aussi promouvoir chacun dans notre, comme tu le dis, dans notre écosystème, les associations que l'on a envie de voir pitcher sur scène, que l'on a envie de soutenir et pour lesquelles collectivement on peut peut-être faire une différence en leur apportant des moyens. Mais encore une fois, nous, on est plutôt dans l'action et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mécénat de compétences, ce qui pour un dirigeant est quand même, même avec une petite équipe, voire pas d'équipe du tout, un véritable sacerdoce, quoi, une vocation, parce que quand on n'est pas à développer son entreprise, quand on est vraiment sur le terrain à aider autour de soi, c'est un véritable choix idéologique puisque l'économique ne prime pas avant tout sur l'activité. Il faut bien sûr être pérenne et solide, mais on est très engagé pour toutes ces actions. Je réagis juste, si tu me permets, Eric, sur la notion de mécénat collectif, parce que finalement, on l'a vu, que ce soit avec le témoignage de Fanny juste avant ou d'Éléonore maintenant, on le voit, il y a plus d'entreprises qui ont envie d'agir ensemble, que ce soit à l'initiative d'une collectivité ou à l'initiative d'un réseau d'entreprises comme le CJD. Nous, on a pas mal de témoignages d'entreprises, notamment de PME, qui disent « mais moi, avec mes 1 000, mes 2 000, mes 3 000 euros, je ne sais pas si je vais vraiment avoir un impact sur mon territoire. Et donc, j'ai plutôt envie d'agir à plusieurs avec d'autres. Et c'est là où je vais me sentir vraiment utile, même si c'est déjà très bien d'agir en individuel. Souvent, le mécénat collectif permet d'avoir plus d'impact.
Et donc, on se rend compte qu'il y a de plus en plus finalement de collectifs de mécènes ou de fondations territoriales qui se développent pour justement se mutualiser les réseaux, les moyens. Et voilà, donc c'est une tendance assez forte qu'on constate un peu partout en France, sur de nombreux territoires, avec des collectifs de mécènes qui se regroupent, soit sur un territoire pour être multi-causes et être un peu au service des associations de leur territoire, soit sur une cause en particulier. Donc, ça peut être la santé, l'environnement, le patrimoine en fonction de ce qui est choisi. C'est des dynamiques qui sont vraiment intéressantes et qui permettent vraiment d'avoir de l'impact. Encore une petite question. Alors, toi, je te connais un petit peu, donc je sais que tu as une petite équipe, mais pour des membres du réseau qui ont peut-être des gros collectifs de travail, aujourd'hui, le témoignage de ces dirigeants d'entreprise, de l'impact vis-à-vis de leur collectif de travail, de l'engagement dans le mécénat, ils ont pu dire quoi pour leur équipe? On parle beaucoup du mécénat de compétences, et c'est quoi les témoignages oui, par rapport à leur collectif de travail en interne, de s'engager sur des actions de mécénat? Alors, c'est super important. C'est super important pour donner du sens. On est de plus en plus, en fait, dans les… Alors, ce n'est pas seulement les nouvelles générations, hein, on parle beaucoup des nouvelles générations qui ont besoin justement de pouvoir s'engager et de donner du sens. Mais je pense que, en fait, ça… Voilà, c'est quelque chose qui fait tache d'huile et qui concerne aussi voilà, d'autres générations. Donc, besoin de donner du sens. Effectivement, j'ai entendu parler à un moment d'attractivité des entreprises. Quand il est parfois difficile de recruter, de fidéliser les bonnes personnes, pouvoir montrer à quel point les valeurs de l'entreprise s'incarnent concrètement à travers des actions de mécénat et donner du temps à ses collaborateurs sur le temps de travail pour s'investir sur ces actions auprès d'associations locales, c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est vraiment quelque chose qui permet de motiver, d'engager les salariés et ils sont reconnaissants en fait de pouvoir contribuer en étant soutenus par l'employeur. Donc ça donne encore une fois plus de pouvoir au collectif et une très bonne… c'est jamais fait, enfin c'est jamais fait, je ne faudrait pas que je dise jamais, mais au CGD il y a une sincérité qui fait que le but recherché n'est pas avant tout de se servir de ces actions pour avoir une attractivité, et on parle beaucoup de marque employeur. En fait, c'est du bon sens, c'est de la… Comment dire, il y a aussi des velléités qui sont inconditionnelles sur le fait de donner, de partager et de vivre ça en équipe. Donc, c'est quelque chose qui est très fédérateur. Marion? Ouais, juste peut-être un petit mot sur la crise pour savoir si toi, tu ressens que les entreprises au CJD aujourd'hui, elles ne sont pas du tout enclines à parler d'engagement. Elles se recentrent sur leur business, ce qui peut paraître normal puisqu'elles ont probablement des difficultés financières ou pas. Ou est-ce qu'au contraire, l'entreprise a déclenché, la crise a déclenché une envie d'engagement supplémentaire? Est-ce que tu ressens quelque chose de cet ordre-là? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs vitesses. On n'a pas tous impacté par la crise de la même manière. On a effectivement des entreprises dans l'événementiel, dans le tourisme, dans la restauration qui sont en mode survie et qui peut-être ont besoin de se replier pour se concentrer sur leurs essentiels et sont plutôt à demander des aides qu'à pouvoir se permettre aujourd'hui, même vis-à-vis de leurs collaborateurs, d'en distribuer à côté. Donc là, il y a peut-être une restriction. Il y en a d'autres qui sont plutôt à gérer une forte croissance et une pression liée à un surcroît d'activité soudain, des revirements. Pardon, il y a un petit peu de boulot autour de moi, je ne sais pas si ça… et qui, du coup, peuvent aussi avoir envie, en plus en prenant conscience des besoins de solidarité sur le territoire, d'agir encore davantage dans cette période. Donc, je dirais qu'il y a vraiment les deux en parallèle. C'est difficile de quantifier, mais je pense qu'il
il reste de toute façon aussi encore beaucoup d'actions, d'informations, de sensibilisation sur le mécénat, ses différentes formes, et peut-être aussi sur le fait de davantage déclarer, prendre conscience que tout ce que l'on fait, effectivement, ça peut être d'une certaine manière valorisé. Quand on le fait spontanément, sincèrement, on n'est pas nécessairement dans cette logique de savoir en parler encore une fois, le communiquer dessus. Donc, il y a beaucoup de choses qui se... C'est difficile, du coup, de vous donner quelque chose de plus précis parce que il y a beaucoup d'actions qui sont souterraines, en fait, en tout cas, qui ne sont pas visibles spontanément. Mais je sais qu'on intervient, en tout cas, qu'il y a beaucoup d'actions aussi au niveau de l'art, au niveau des structures culturelles, au niveau du sport. Le sport, c'est aussi quelque chose qui, pour les équipes ou pour les dirigeants, est important pour fédérer, pour la santé, pour le territoire aussi, pour la visibilité, encourager des pratiques sur le territoire, soutenir les petits clubs autour de nos entreprises. Et beaucoup des dirigeants sont aussi des parents qui vont acheter peut-être les maillots du club de basket à côté de la maison. Et particulièrement dans cette période de crise où, en fait, même s'il y a eu des arrêts, il y a des reprises, c'est tellement en dents de scie que la solidarité est la bienvenue. Merci, Éléonore. On peut peut-être passer au témoignage de la Fondation SNCF pour avoir aussi la vision d'une grande entreprise et puis on pourra reparler peut-être des freins et du reste en fin de séance. Qu'est-ce que tu en penses avec? Oui, très bien. Alors, je suis ravi d'accueillir Carole de la Fondation SNCF en sachant que j'ai un intérêt tout particulier pour la Fondation SNCF puisque j'y ai œuvré quelques années. Donc, effectivement, Carole, la Fondation SNCF qui aujourd'hui, de mes informations, fait que vous avez un peu changé récemment à la fois de délégué général et d'axe de soutien. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce qu'est la Fondation SNCF aujourd'hui avec ces nouveaux axes de soutien, quel impact ça va avoir pour toi dans ton rôle de délégué régional de la Fondation SNCF et comment ça se traduit pour le territoire, l'engagement de cette grande fondation qui est une des plus grosses fondations d'entreprises françaises, si je ne dis pas de bêtises et si mes informations sont toujours bonnes. Oui, avec plaisir. Donc, la Fondation SNCF, elle n'est pas toute jeune puisqu'elle a été créée en 1995, au siècle dernier. Sa dotation annuelle est de 4,5 millions d'euros. Donc, alors tout confondu, hein, pas seulement en Normandie, sur la France entière et un peu aussi à l'étranger. Et comme tu le disais, Eric, on vient de passer un nouveau cap puisque la Fondation SNCF fonctionne par quinquennat, c'est-à-dire que tous les 5 ans, elle redéfinit son programme et ses axes de soutien. Et là, en 2021, on commence un nouveau quinquennat. La déléguée générale, qui était Marianne Echette, est partie, a été remplacée par Laetitia Gourbeil. Voilà, donc les équipes changent. Moi, je suis restée en Normandie et dans de nombreuses régions, mes collègues sont restés, mais en tout cas, l'équipe au national qui nous pilote a été considérablement renouvelée là en ce début d'année. Alors, la Fondation SNCF, pour ce nouveau quinquennat, a choisi comme raison d'être l'engagement solidaire et citoyen sur les territoires, avec comme mission l'insertion des jeunes dans la société. Voilà, il nous a semblé important, cette période de crise, de mettre l'accent sur cette population des jeunes, notamment des plus fragiles, qui ont été touchés de plein fouet et qui sont toujours aujourd'hui touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Donc, nous avons décidé de leur offrir des perspectives durables. Donc, pour les accompagner, on a choisi 2 domaines d'intervention. Un qui est plus dans le domaine de l'éducation, qui est de les aider à trouver leur voie, donc pour qu'ils deviennent des acteurs citoyens, responsables et confiants dans leur avenir. Et puis une deuxième piste qui nous semblait aussi importante en lien avec l'environnement
Et donc, nous avons décidé de les accompagner dans leurs projets pour l'environnement. Donc là, en fait, ces domaines d'intervention que je vous cite, ce sont, comme on l'a entendu précédemment par les témoignages précédents, les domaines dans lesquels on a décidé de soutenir des projets. Voilà, donc nous, à la Fondation SNCF, on va avoir comme rôle, puisqu'on a la chance d'avoir l'argent qui vient de nos membres fondateurs, donc des différentes SA qui constituent le groupe SNCF, ben notre principale activité, ça va être de trouver des projets qui correspondent à ces domaines d'intervention et qui correspondent à la ligne qu'on s'est fixée. Alors, je vous disais, ça a été choisi en lien avec la crise sanitaire et la volonté d'aider ces publics fragiles. Mais évidemment, ces choix ont été faits complètement en résonance avec notre projet d'entreprise. Donc, notre projet d'entreprise qui comporte 4 piliers qui sont l'humain, les territoires, l'environnement et le digital. Et donc, on a défini ces nouveaux axes en résonance avec ces piliers-là. Donc, par exemple, l'humain, c'est naturel, hein, c'est au cœur de la Fondation SNCF depuis toujours. Et puis les territoires, autre exemple, eh bien, on donne une grande importance aux territoires à la SNCF. Comme je l'ai déjà un peu évoqué, la Fondation est organisée avec en centrale, donc à notre direction, un noyau dur qui va nous guider, nous orienter, nous piloter. Et puis, on est organisé avec un correspondant par région. Donc, je suis moi la représentante de la Fondation SNCF en Normandie. Et notre rôle, ça va être de décliner la politique de la Fondation SNCF sur chacun sur notre territoire, avec la volonté d'être au plus près des besoins du territoire dans lequel on est. Voilà, on a aussi quelques actions à l'étranger qui sont développées dans les pays où la SNCF est présente. Donc, les nouveautés, Eric, tu me demandais ce que ça allait changer. Donc, il y a une volonté dans ce nouveau quinquennat d'orienter fortement le budget vers les mécénats qui sont noués sur les territoires, puisque jusqu'à présent, on avait une partie de la dotation de la Fondation qui était réservée à des partenariats nationaux, donc des mécénats nationaux pour des grandes causes qui étaient comme par exemple... alors, les coordonnées de Madame Laborie, je vous réponds tout de suite, c'est très simple, c'est carole.laborie@sncf.fr. Voilà, et vous avez le site de la Fondation SNCF qui est accessible à tous. Hein. Vous faites une recherche de Fondation SNCF sur Internet, vous allez tout de suite tomber dessus. Et si vous cherchez un représentant dans une autre région, vous avez la liste de tous les représentants, de tous les correspondants de la Fondation SNCF. Voilà, le site est relativement bien fait, vous trouverez facilement. Donc, je disais qu'on va réorienter le budget sur les territoires parce qu'en fait, les mécénats nationaux ont bien sûr une grande importance, mais la volonté vraiment de ce nouveau quinquennat, c'est d'être au plus près des besoins du territoire, ce qui fait que nos dotations régionales vont être augmentées. En parlant de dotations, par exemple, en 2020, sur la Normandie, la Fondation a distribué plus de 100 000 € à des associations pour développer des projets. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans un grand groupe comme la SNCF, ce que la Fondation met en place est forcément, on a beaucoup parlé ici de volonté de faire le bien, d'agir pour le bien, pour des actions qui font sens. Mais une entreprise qui fait du mécénat doit aussi le faire en lien avec sa politique et lui permettre de développer tout son aspect RSE. Par exemple, la Fondation SNCF, en fait, elle constitue vraiment un des leviers de sa politique RSE. Une politique qui lui a permis cette année-là, en 2021, de se hisser à la 5e place des entreprises les plus performantes au niveau mondial, tout secteur confondu, concernant la RSE, et à la première place pour le secteur tourisme et transport. Donc tout ça, ça sort d'une notation qui a été faite par l'agence Virgeo Eris, qui a évalué les performances extra-financières des entreprises. Voilà, donc on le fait également pour, bien sûr, soutenir cette politique. Si je devais vous présenter en résumé l'action de la Fondation SNCF, je dirais qu'il y a 2 grandes parties et ça rejoint tout à fait ce qu'on a entendu jusque-là. Il y a la partie mécénat et il y a la partie
donc mécénat financier et mécénat de compétences. Et ce sont deux aspects qui sont couverts par la Fondation SNCF et qui sont aussi importants l'un que l'autre. Sur la partie financière, donc notre rôle, c'est d'apporter un soutien financier et d'accompagner des associations sur le territoire sur des projets qui sont directement en lien avec les deux domaines que je vous ai présentés. Donc, aider les jeunes à trouver leur voie et les aider aussi à mener des projets sur leur territoire dans le domaine de l'environnement. Donc tout cela, ça contribue à la mission d'utilité publique et d'inclusion de la SNCF, bien sûr, mais ça permet aussi, en fait, c'est une façon pour la SNCF d'être présente sur le territoire autrement qu'avec son cœur de métier qui est de faire rouler des trains. Donc pour illustrer cette partie de la mission, je vous donnerai un exemple d'association qu'on a soutenue là, en Normandie sur 2020. On a aidé l'association L'Arbre des Connaissances. Donc, L'Arbre des Connaissances, c'est une association qui est présente partout en France, dans plusieurs régions, enfin partout, beaucoup en tout cas. Et elle est présente en Normandie, notamment à Caen, à Rouen et à Évreux. Et le but de cette association, elle a été créée par des chercheurs de l'hôpital Saint-Louis à Paris pour montrer en fait au grand public que dans un hôpital, on ne fait pas que soigner, mais on fait aussi de la recherche et on développe beaucoup de choses. Et donc l'idée, c'était, ils se sont eux tournés vers les jeunes en voulant éveiller l'esprit critique des jeunes collégiens et des lycéens pour qu'ils s'intéressent aux sciences de manière très concrète. Donc, ils ont différents outils. Ils ont créé des jeux qui sont pratiqués dans des classes pour aider les jeunes à débattre et donc former leur opinion et pouvoir apprendre à défendre leurs avis. Et puis, ils font aussi, alors ça, c'est le projet particulier qu'on a soutenu, ils constituent des binômes d'élèves de troisième et de première. Donc, ils mettent ensemble deux élèves qui sont de collège et de lycée ensemble. Ce binôme est accueilli dans un laboratoire scientifique et dans lequel ils mènent un projet qui est encadré bénévolement par un professionnel de la recherche. Et donc, ce projet leur permet à tous les deux de s'initier à la démarche expérimentale et de s'imprégner de l'écosystème de la recherche. Et puis après, de retour dans leur classe, ils essaiment et ils expliquent à leurs camarades ce qu'ils ont fait. Donc, ce qui permet de donner un peu ce goût de la science aux jeunes pour les attirer dans ce domaine-là. Donc ça, c'est la partie, on va dire, qui est externe à la SNCF et qui est fait, en fait, ce sont des projets qui sont soutenus, qui sont pas forcément, qui sont même souvent pas du tout en lien avec notre cœur de métier. Et puis la deuxième action, elle est plus liée à l'interne, où la volonté, c'est d'encourager les salariés du groupe SNCF à s'engager auprès des associations. Et donc, cet engagement, il peut être fait de deux façons, soit par le bénévolat en dehors de leur temps de travail, soit par le mécénat de compétences. Et donc, la volonté, c'est vraiment qu'il y ait un maximum d'agents SNCF, de salariés qui s'engagent dans ces actions-là. Alors, vous posiez tout à l'heure la question pourquoi développer le mécénat de compétences, quel est son intérêt? Nous, ce qu'on constate, et ce qui a été révélé par plusieurs études, c'est que, en fait, un salarié qui réalise une mission en mécénat de compétences, ça lui permet de s'évader un peu de son quotidien, de côtoyer des personnes qu'elle n'aurait absolument jamais côtoyées en dehors de cette mission. Et en plus, ça leur donne, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, ça leur donne un sentiment d'être utile. Ce qui fait qu'après ces missions, les salariés en ressortent plus épanouis. Ils ont le sentiment d'avoir accompli une mission utile et du coup, ça contribue au lien social. Enfin, on se rend compte que ces actions sont vraiment très bénéfiques et au final, ce qui est très important pour l'entreprise, puisque l'entreprise en ressort aussi des bénéfices, c'est que le salarié plus épanoui, forcément, après, est plus efficace dans son travail. Donc, on a intérêt à ce que les salariés de l'entreprise puissent se sentir bien dans leur tête pour ensuite pouvoir mieux travailler. Donc, effectivement, l'entreprise donne un peu de son temps puisque le mécénat de compétences est effectué sur le temps de travail. L'entreprise donne un peu de temps, mais en retour, elle s'y retrouve toujours. Je vais vous donner aussi un exemple de mécénat de compétences. Alors, on a également un site de l'engagement citoyen SNCF qui recense les missions que les salariés peuvent effectuer.
Donc ce site de l'engagement citoyen SNCF, il est accessible à tous puisque les associations peuvent y déposer leurs projets à partir du moment où on a convenu d'un partenariat. Et vous parliez tout à l'heure, Éléonore, de la cravate solidaire. Et la cravate solidaire propose déjà à la SNCF des missions sur quelques régions. Et en Normandie, on n'était pas encore partenaire, mais là, on est en train de nouer un partenariat avec eux pour que les salariés de SNCF puissent effectuer des missions avec eux. Donc, des missions qui consisteront à aider des personnes en recherche d'emploi à préparer leur entretien et à réussir leur entretien. On travaille aussi beaucoup avec Entreprendre pour apprendre, donc l'association EPA avec qui on a participé en mécénat de compétences pour monter un jeu de cartes qui permettra aux jeunes qui ont participé au projet de mini-entreprise d'EPA de détecter leurs talents en fait. Le but, c'est que ces jeunes qui ont effectué un micro-projet, il faut qu'ils soient en capacité de détecter ce qu'ils ont mis en place comme compétences pour réussir ce projet. Et donc, j'ai participé, moi d'ailleurs, personnellement à un hackathon qui nous a permis de créer ce jeu de cartes. Et puis maintenant, j'ai participé également en partie à l'incubation de ce projet pour le mettre en place. Et ce projet aboutit d'ailleurs demain. Donc, on est tout à fait dans les clous, enfin en ce moment, dans ces sujets-là. Ce que je voulais vous dire d'autre, oui, donc le mécénat de compétences, c'est un outil, effectivement, comme vous l'avez dit, Éléonore, précieux de fidélisation et d'attraction des talents. Alors, c'est vrai qu'à la SNCF, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne craignait pas trop de perdre nos talents parce qu'on avait un statut particulier. Et puis, c'est vrai que les personnes qui rentraient à la SNCF, c'était une vocation et ils y restaient toute leur vie. C'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Et donc, on a aussi besoin d'attirer les jeunes qui sont sensibles à ces sujets de mécénat de compétences et qui peuvent aussi être intéressés et pouvoir être fiers de leur entreprise grâce à cela. Voilà, donc en ce moment, la direction des ressources humaines de la SNCF travaille justement pour valoriser ces actions qui sont menées par les salariés, pour les valoriser dans leur parcours professionnel. Et donc, elle a fixé comme objectif de passer de 4 500 salariés engagés en 2020 à 10 000 en 2025. Voilà, donc c'est un enjeu assez important et qu'on va essayer de développer partout en France pour développer ce mécénat de compétences. Sachant que vous avez une politique qui est particulièrement volontariste avec, je crois, c'est 10 jours par an qui sont laissés aux salariés pour aller soutenir. Est-ce que c'est les associations de leur choix ou est-ce que vous les fléchez vers des associations présélectionnées? Alors, on est fléché vers des associations présélectionnées. Donc, ça, c'est le rôle de chacun des correspondants de déterminer les associations avec qui elle veut pour proposer des missions. Donc, c'est-à-dire que les agents qui veulent faire une mission en mécénat de compétences, ils choisissent parmi le catalogue de missions qui est proposé sur le site de l'engagement citoyen. Et première partie de votre question, c'était… Non, c'était que c'est 10 jours par an, c'est quand même déjà assez… Oui, alors voilà, c'est ça. Sur la durée. Effectivement, sur la durée, on est sur des missions de courte durée, donc qui peuvent être d'une demi-journée, 1 heure, jusqu'à 10 jours par an, effectivement. On va jusqu'à 10 jours. Et justement, avec ce nouveau quinquennat, on est aussi en train d'expérimenter le mécénat longue durée, où là, des salariés vont pouvoir être détachés dans des associations pendant 1 ou 2 années, carrément. Mais voilà, ça commence tout juste. C'est en expérimentation actuellement sur l'Île-de-France avec l'ASA de tête de SNCF. Et effectivement, en ce moment, on est de façon plus générale, on est sur des missions jusqu'à 10 jours par an, sachant qu'en moyenne, un salarié qui effectue une mission en mécénat de compétences, il passe à peu près 3 jours par an, pas forcément sur la même mission, mais il y consacre environ 3 jours. 3 jours complets, oui. Je sais, en tout cas, c'était comme ça à un certain moment, que la fondation SNCF était très attachée, on parlait de mécénat collectif tout à l'heure, à plutôt être en lien sur le soutien à des projets, en lien avec d'autres partenaires pour le soutien. Donc, au niveau local, pour toi, ça veut dire que tu es amené à rencontrer d'autres entreprises. Vous avez un club d'entreprises au niveau local sur lequel vous vous engagez. Vous avez tu contribues toi-même à un club ou pas particulièrement? C'est structuré, pas forcément?
Non, pas particulièrement en fait. Ce qu'on vise à soutenir, effectivement, nous, quand on a des choix à faire sur les projets à soutenir, on privilégie les associations qui font appel pas seulement aux fonds publics, mais aussi aux entreprises privées. Et là, on est du coup plusieurs à s'unir pour aider ces projets. On donne aussi l'avantage aux associations qui se mettent ensemble pour mettre en place des projets, parce qu'on se rend compte que quand plusieurs associations collaborent, ben, c'est plus efficace, elles apportent chacune leurs connaissances et leurs compétences. Moi, personnellement, je ne suis pas dans un club. J'ai des contacts effectivement avec plusieurs correspondants, par exemple, d'autres entreprises qui font du mécénat, mais on n'a pas un club à proprement parler. Et moi, j'ai une question sur la façon dont vous sélectionnez les projets. C'est toujours via des appels à projets ou il y a aussi vous avez développé une connaissance des associations du territoire? Comment vous faites pour voilà, décider quel projet vous allez soutenir ou pas? Alors, il y a les deux. On a des appels à projets, en particulier là dans le domaine de l'environnement qui est complètement nouveau pour nous. On a lancé un appel à projet depuis mi-avril et qui va être ouvert jusqu'à mi-juin, dont le but est justement de laisser les associations qui mènent des actions dans le domaine de l'environnement, en lien avec les jeunes toujours, hein, de pouvoir répondre à cet appel à projet. On a un appel à projet interne aussi pour favoriser l'engagement des salariés en dehors de leur temps de travail, où on leur permet de donner un coup de pouce aux projets qu'ils ont dans leur propre association, des projets qui sont menés pour des publics en situation difficile. Et sinon, donc ça c'est la partie appel à projet. Et après, on a également une part qu'on appelle les mécénats territoriaux, où là, ce sont les correspondants fondations dans chaque région qui sont à la recherche des projets qui pourraient les intéresser. Donc, on est contacté régulièrement par des associations qui nous proposent des projets. Donc, parfois, on trouve dans ces propositions directement des projets qui peuvent correspondre et qui nous intéressent. Et sinon, on recherche. Alors, voilà, on fait des recherches sur différentes... enfin comme on peut, et puis aussi du bouche à oreille. On a soutenu une association qui nous en recommande une autre, etc. Et comme ça, ça permet de nouer aussi des mécénats en dehors de tout appel à projet, même si après on constitue évidemment un jury pour définir et confirmer que ce sont bien ces projets-là que l'on veut soutenir. Vous appuyez toujours sur le RNMA pour sourcer des porteurs de projets, parce que là, vous entrez dans un nouveau quinquennat avec des nouveaux axes, donc il va falloir trouver de nouvelles associations et de nouveaux porteurs de projets. Donc, je pense que les appels à projets vont vous amener un certain nombre de nouvelles associations. Mais sinon, vos réseaux pour trouver des porteurs de projets, c'est lesquels plutôt au niveau du territoire? Alors, le RNMA, effectivement, est une source. Après, là, pour le domaine de l'environnement, moi, je suis allée chercher des regroupements d'associations dans l'environnement. Donc, déjà avec la région Normandie qui soutient de nombreux projets dans ce domaine, du coup, qui m'a amenée sur l'Agence nationale de la biodiversité et du développement durable, sur le réseau Graines, le réseau... voilà, il y a plusieurs réseaux qui existent dans le terme de l'environnement. Donc, ce sont ces réseaux-là, en fait, qui ont qui ont de nombreux membres, et donc qui, de leur côté, communiquent sur notre nouveau domaine qui, effectivement, est peu connu. En fait, ce ne sont pas des associations qui avaient l'habitude de frapper à la porte de la Fondation SNCF, puisque jusqu'à présent, on n'était pas du tout dans ce domaine-là. Et ça a l'air de marcher parce que notre appel à projet qui a été lancé mi-avril, on a déjà plus de 150 projets sur la France entière, dont une dizaine en Normandie. Donc, on a bien une réponse et on a réussi à se faire connaître, quoi. On va peut-être passer aux questions s'il y en a pour les intervenants. N'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions-réponses. Je vois qu'il y avait une question sur notamment le rôle des réseaux d'entreprise. Est-ce que, Éléonore, le rôle du CJD, ça peut être de diffuser des informations sur des associations qui cherchent des soutiens auprès d'entreprises, ou est-ce que finalement, bon, ça serait peut-être un peu compliqué pour le CJD de relayer
tous les besoins? Est-ce que vous avez une espèce de bourse à projet où les entreprises pourraient venir piocher et ensuite se dire que oui, elles sont disponibles pour soutenir tel ou tel projet? Alors, à proprement parler, pardon, on n'a pas de bourse à projet. Par contre, en fait, chaque section où le CJD Normandie peut bien sûr se faire le relais c'est régulièrement le cas, où des associations nous contactent. Et ensuite, alors soit ça peut même faire partie de ce qu'on appelle nos plénières, c'est-à-dire des moments où on se réunit par section, donc tous les JD de Caen, tous les JD de Rouen ou tous les JD de Dieppe et du Havre, une soirée par mois, où il peut y avoir l'occasion pour une association de présenter son projet, voire même de faire partie de cette plénière. Ça se discute en bureau. On a des bureaux très réguliers en fait pour chacune des sections. Donc on est régulièrement sollicité et on peut se faire complètement le relais de ces actions. Je vois qu'il y avait aussi une question sur le chat sur le rôle des délégués que je précise, puisque Maïwen et Eric sont bénévoles, donc ils ne vont pas pouvoir vous accompagner concrètement dans vos projets de levée de fonds ou de stratégie mécénat pour une entreprise. Mais vous pouvez tout à fait leur adresser vos demandes et puis nous, ils nous les font remonter au niveau national. Et si on peut vous accompagner, évidemment, on le fait. On pourra vous rediriger soit vers des formations, soit vers du conseil juridique, du conseil stratégique. Qu'on peut faire. Donc, ça ne sera pas à proprement parler Maïwen et Eric qui répondront s'ils le peuvent évidemment à vos questions, mais qui ont un métier à côté, donc ils ne sont pas toujours disponibles. Moi, j'avais une question aussi pour vous trois. Est-ce que finalement, vous identifiez quels sont encore les freins qui persistent et qui pourraient être levés pour que le mécénat se développe encore plus en Normandie demain? Quels sont les principaux freins qu'il faudrait lever? Est-ce que c'est une question de pédagogie qu'il faut faire auprès des entreprises? Est-ce que c'est une question de mise en relation entre les porteurs de projets et les entreprises qui ne se fait pas bien? Est-ce que vous aviez des pistes de réflexion pour le développement du mécénat en Normandie et puis en France en général? Moi, je veux bien répondre vu de ma lucarne qui n'est pas normande, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire d'explication et auprès des entreprises qui parfois peuvent nous voir d'un mauvais œil parce qu'on est vu un peu comme on va les taper, on va leur taper l'argent. Non, en fait, faut encore expliquer que le mécénat, d'abord, ils ne sont pas obligés. Ils ont envie de participer à une cause ou pas, de donner du sens, comme la Fondation SNCF l'explique, à une action ou accompagner des projets. Et puis, effectivement, leur dire que au-delà de la déduction fiscale, c'est surtout le message qu'ils envoient à leurs salariés et à l'image de leur entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE. Je crois que l'engagement, c'est vertueux. Donc, donner pour un projet local, c'est booster l'économie et du coup, c'est au service de l'entreprise au final, je pense. Puisque du coup, dynamiser un territoire autour d'un projet, c'est créer de l'économie. Du développement, de l'attractivité, un dynamisme. Et en plus, c'est vrai que pour les entreprises, ça peut être un moyen aussi de se retrouver autour d'une cause. Je trouve ça assez intéressant comme dynamisme aussi horizontal. On ne parle que du vertical, mais même entre elles, d'échanger autour de ce type de projet, ça peut être assez intéressant. Est-ce que l'une d'entre vous veut réagir aussi sur des leviers de développement du mécénat dans la région? Sinon, ce n'est pas grave, on peut passer. Maïwen, je vois qu'il y avait une question pour toi sur la Fondation Mécène Caen Normandie que tu connais bien. J'étais en train de taper une réponse. Effectivement, donc, il y a une question sur la Fondation Mécène Caen Normandie, donc une fondation qui avait été créée par la Chambre de commerce de Caen il y a quelques années. Une fondation, elle est créée pour un minimum de 5 ans. Et au bout de ces 5 années de vie, la fondation a cessé de fonctionner tout simplement parce que la vie des entreprises fait que quand les entreprises s'engagent à un instant T, 5 ans plus tard, leur situation n'est plus la même. On a des chefs d'entreprise qui ont transmis leur activité, arrêté leur activité.
et qui fait que la fondation n'a pas pu repartir sur justement le même collège de fondateurs qu'elle avait au départ. Et du coup, elle a cessé de fonctionner. Donc non, elle n'existe plus aujourd'hui. Peut-être le mot de la fin pour un dernier conseil pour les entreprises qui hésitent encore à se lancer dans le mécénat. Quel est le conseil que vous leur donneriez l'une et l'autre, ou peut-être Fanny pour les porteurs de projets qui hésitent encore à structurer leur levée de fonds? Et Léonore, je commence par vous peut-être. Moi, avec le CJD, on est des grands adeptes de la stratégie des petits pas. Pas forcément se dire que pour être mécène, il faut avoir des moyens incroyables, un temps infini et d'avoir tout compris, mais tout simplement voilà, de commencer par des petites choses autour de soi et puis la boule de neige va grandir tranquillement. Carole, vous, votre conseil, ce serait quoi? Le conseil, c'est que le mécénat, c'est bénéfique pour celui qui le fait, mais aussi pour toute l'entreprise. Et il ne faut pas hésiter à se lancer parce que, comme l'expliquait très bien Fanny, toute entreprise a intérêt à faire du mécénat, ça l'enrichit et ça enrichit ses collaborateurs. Donc voilà, moi j'encourage toutes les entreprises à le faire. Effectivement, nous, grands groupes, on a les moyens de le faire à grande échelle, mais je suis tout à fait d'accord avec Éléonore que les petits ruisseaux font les grandes rivières et donc en s'associant, il y a toujours moyen d'aider et donc de pouvoir faire des belles choses. Fanny, votre conseil, soit pour un porteur de projet, soit pour une entreprise, ce serait lequel? Oui, pour les entreprises, c'est ce que je disais. Hein. Effectivement, tout le monde se rejoint là autour de la table ronde pour dire qu'il n'y a pas de petits dons. En fait, les entreprises hésitent souvent parce qu'elles se disent oui, mais j'ai pas beaucoup de recettes, j'ai pas beaucoup d'argent. Non, en fait, effectivement, c'est participer à une aventure et même un petit don, c'est toujours une petite pièce pour construire un édifice et c'est très important. Et puis effectivement, c'est toujours vertueux pour un territoire ou pour un projet ou pour une association. Et côté porteur de projet, se lancer dans le mécénat, c'est pas que collecter de l'argent en fait, c'est aussi communiquer, partager, échanger avec ses voisins, donc avec des secteurs qu'on n'aurait pas imaginés. Pour les acteurs publics, parler aux entreprises, c'est pas toujours évident, donc ça donne aussi l'occasion de partager, d'échanger sur d'autres choses et qui tiennent à l'humain au final. Donc, c'est des belles expériences. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce webinaire. On va vous libérer. Merci encore aux intervenantes de cette table ronde. Merci à Eric et Maïwen d'avoir bien voulu organiser cet événement à Caen. Voilà, il y a leurs coordonnées qui s'affichent si vous voulez garder le lien avec Eric et Maïwen. Et puis, on espère que ce webinaire vous aura plu, vous aura inspiré dans vos démarches futures de mécénat. Et puis, on vous dit à bientôt sur le site d'Internet ou avec les délégués ou avec nous, l'équipe nationale. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.